Bonjour à toutes et à tous. En ces périodes de confinement, j'espère que vous allez tous bien. Je vous propose une nouvelle série de vidéos qui va porter sur les oscillateurs. Et cette nouvelle série, on la débute par un oscillateur très classique qui est l'oscillateur carré-triangle. Donc cet oscillateur, vous allez le découvrir sur le schéma suivant. C'est donc un oscillateur qui fait intervenir deux amplificateurs opérationnels. L'un, le premier qui se trouve ici à gauche, fonctionne en non linéaire. Alors, on le remarque parce qu'il y a effectivement une rétroaction positive ici par l'intermédiaire de la résistance R2. Il n'y a pas de contre-réaction. La borne inverseuse est reliée directement à la masse. Donc ça garantit un fonctionnement non linéaire. Ce circuit, vous le connaissez déjà si vous regardez mes vidéos. Je l'ai étudié au moment de l'étude de l'amplificateur opérationnel dans la série AmpliOp. Il s'agit en fait de la figure 7B. Donc cette figure 7B que l'on avait étudiée, eh bien, elle donnait un cycle d'entrée-sortie, la relation entrée-sortie avec VT à l'entrée ici, VC à la sortie, qui se représente comme ça sous la forme d'un cycle d'hystérésis. Et sur ce cycle d'hystérésis, on faisait apparaître deux tensions de seuil, V seuil et moins V seuil, qui provoquaient le basculement de l'amplificateur opérationnel. Donc cet amplificateur opérationnel, puisqu'il fonctionne en non linéaire, il présente deux états possibles à la sortie. VC de T égale VCC en saturation positive et VC de T égale moins VCC en saturation négative. Pour revoir ce que nous avons déjà vu dans la vidéo 7B, je vous conseille d'aller vous rendre sur la vidéo 7B de façon à bien maîtriser cet aspect-là pour pouvoir étudier le circuit présent. Également, on trouve en deuxième amplificateur opérationnel sur la partie droite un circuit intégrateur. Alors c'est un circuit qui fonctionne en linéaire sous quelques réserves. La réserve, c'est que la différence de potentiel aux bornes de la capacité soit compatible avec l'intervalle de valeurs possibles en sortie. C'est-à-dire que aux bornes de VC, on ne dépasse pas VCC en valeur absolue. Donc il y a une contre-réaction. Il n'y a pas de réaction positive, donc ça c'est effectivement la garantie de pouvoir fonctionner en linéaire sous les réserves que je viens d'évoquer. Cet intégrateur, puisqu'il s'agit d'un intégrateur, nous fournit en fait un VT en fonction du temps qui va être égal à moins 1 sur RC, somme de VC de T dt. Donc c'est une intégration. Cette intégration, il ne faut pas qu'elle fasse peur aux gens qui n'ont pas pratiqué l'intégration. On le verra par la suite, ça se règle assez facilement et mathématiquement, il n'y a rien de difficile là-dedans. Tout ça, vous pouvez le revoir dans la vidéo AmpliOp 6A et je vous conseille de le faire si ce sont des aspects que vous ne maîtrisez pas. Alors tout de suite, on va s'intéresser à une représentation un petit peu différente du circuit. Alors on ne va pas l'utiliser par la suite, mais je trouve que c'est intéressant de voir au moins une fois. Finalement, ce circuit-là, je peux le remplacer par une représentation comme ceci, avec des schémas blocs. Un schéma bloc qui concerne mon comparateur hystérésis, et un schéma bloc qui montre bien qu'il y a une intégration avec la deuxième partie du circuit. Et on voit donc que VT, c'est l'intégrale à un coefficient moins 1 sur RC près de VC de T. Je rappelle ici l'équation qui a été vue dans la vidéo sur l'intégrateur. On verra ça par la suite. Alors on s'intéresse maintenant à une étude un petit peu plus qualitative du circuit. Alors cette étude qualitative du circuit, elle est importante parce qu'elle va nous permettre de comprendre comment fonctionne le circuit sans vraiment écrire d'équation. Et ça, je trouve que c'est intéressant d'être capable rapidement d'évaluer le fonctionnement d'un circuit sans écrire la totalité des équations. Alors, pour procéder, on va commencer par écrire au moins tout ce qu'on connaît sur le schéma. Alors, des choses que l'on connaît sur ce schéma, on a dit que l'amplificateur opérationnel qui se trouve à droite fonctionnait en linéaire. Par conséquent, on peut écrire ici que la différence de potentiel à l'entrée de cet AmpliOp, c'est 0. On peut également écrire des informations concernant les courants. Le courant d'entrée ici, c'est le courant d'un AmpliOp, c'est 0. Celui-ci, pareil, c'est 0.
Ensuite, on va déjà exploiter ce qu'on vient d'écrire au niveau du 0 ici, aux bornes de l'ampli-up. La masse, je le rappelle pour ceux à qui ça échappe, c'est le potentiel 0. Puisqu'on a une différence de potentiel nulle aux bornes de l'ampli-up, aux bornes de l'entrée inverseuse, on a donc ici un 0 volt. À la sortie, on observe la présence d'un potentiel VT. Ce potentiel VT, je le retrouve là. Et donc le 0, je le retrouve également là. Tout ça, c'est pour faire clairement apparaître la différence de potentiel ici aux bornes de la capacité. Et cette différence de potentiel, c'est VT moins 0, donc c'est VT. Donc ça, c'est intéressant pour la suite, de voir que finalement, aux bornes de la capacité, j'ai ce qui correspond à la tension de sortie de mon amplificateur opérationnel. Ça, évidemment, c'est sous réserve que cet amplificateur opérationnel fonctionne toujours en linéaire. Bien, on poursuit. Alors, on poursuit, et pour poursuivre, on va faire une observation importante. On en a déjà parlé tout à l'heure. Il s'agit d'une observation qui concerne VC, donc la sortie du premier amplificateur opérationnel. On a vu que cet amplificateur opérationnel fonctionnait en non linéaire. La conséquence immédiate, c'est que il prend deux valeurs. Ce VC de T prend deux valeurs, c'est soit VCC, soit moins VCC. On sature positivement ou négativement. Alors ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que VC, finalement, c'est une constante. Et sur une large période temporelle, ça sera chaque fois une constante. Et donc, si je m'intéresse au courant qui circule ici, que je vais noter IR, bien ce courant IR, puisque la chute de tension aux bornes de l'ampli-up ici est nulle, va être directement lié à VC et à R. Effectivement, on a aux bornes de R une différence de potentiel qui vaut R fois IR, et ce R fois IR est égal à VC. Donc par conséquent, puisque VC est une constante, le courant IR est une constante. Ça, c'est fondamental pour toute l'étude qui va suivre. Alors ce courant IR, il circule vers la capacité, et on peut considérer que le courant entrant dans la capacité, que je vais noter I, est exactement égal à moins IR. Alors pourquoi j'introduis I? Tout simplement pour revenir à la convention récepteur de la capacité. Dans cette convention récepteur, vous savez que le courant I est en opposition avec la tension. Donc on reste en terrain connu. Ce qui est intéressant là-dedans, à partir du moment où vous avez un I qui est constant, qui circule vers la capacité, on a donc une accumulation de charge au niveau de la capacité. Cette accumulation de charge, puisque I est constante, elle se fait de façon linéaire. Et je vous rappelle que Q égale CV. Donc ici VT. Alors ça signifie ici que si l'accumulation des charges se fait de façon linéaire, eh bien VT évolue de façon linéaire. Allez, on regarde tout de suite ce qui se passe maintenant en fixant des conditions initiales. Alors, on va supposer qu'à t égale 0. Alors à t égale 0, on va partir d'ici. Alors c'est tout à fait arbitraire, on aurait pu partir de là. Bon, je choisis de partir de cet endroit-là. Donc comme je le dis, c'est arbitraire, ça dépend en fait de l'état des ampli-up à la mise sous tension, et ça c'est pas franchement prédictible. En tout cas, moi j'ai pas d'approche qui permette de le prédire. Donc je pars de là. Si on veut que ce système ait un petit peu de sens, ce qu'on voit bien, c'est qu'on n'a pas intérêt à ce que VT évolue par là-bas. Si VT évolue dans ce sens-là, ça ne va rien nous apporter. En revanche, si VT évolue vers moins V seuil, le système va basculer, changera d'état, et on aura affaire à de nouvelles données d'évolution du système. Donc on va regarder ce qui se passe. On considère donc qu'on part de ce point-là, c'est-à-dire VC égale VCC.
Si VC égale VCC, ça veut dire un courant IR qui est positif. Ça veut dire un courant I qui est négatif. Donc la capacité, finalement, fournit de l'énergie si I est positif. Alors comme on avait un VT qui était égal à 0 au départ, je considère que la capacité n'est pas chargée à T égale 0, ça c'est relativement logique, cette capa n'a pas servi depuis longtemps, elle est déchargée, c'est normal. Donc on a un VT de 0 qui est égal à 0. Alors ça veut dire que pour ce qui concerne VT, on part d'ici, on est à l'origine, et on va avoir un VT qui va évoluer négativement parce que la charge va évoluer négativement. Ça c'est parce que le courant I étant négatif, on vient décharger l'armature qui se trouve là. Et là je vous renvoie à la vidéo qui porte sur la charge et décharge du condensateur pour bien maîtriser tout ça. Et tout ça, ça se fait à courant constant, donc c'est linéaire. Ça veut dire que pour VT, j'obtiens ceci. Et donc ça se fait avec un VC qui est égal à, on l'a vu, VCC. Alors donc la capacité se décharge, ou elle se charge négativement, c'est selon, vous pouvez voir ça comme vous voulez. Arrivé à un moment donné, on voit qu'ici, VC de T atteint moins V seuil. Lorsqu'on atteint moins V seuil, notre comparateur à hystérésis bascule. Les conditions changent, puisque maintenant j'ai VC qui va être égal à moins VCC. On est ici, on bascule, et on a maintenant moins VCC pour VC. Donc ça, on peut le matérialiser, ce changement d'état, ici, avec du moins VCC. Bien, à partir du moment où j'ai moins VCC pour VC, donc ça veut dire ici un VC qui est négatif, et comme VC et IR sont directement liés, on a donc un IR qui est négatif. Si IR est négatif, on a vu tout à l'heure que I c'était égal à moins IR, on a maintenant un courant I qui est positif. On va donc maintenant charger la capacité. Et si je charge la capacité, et comme je la charge à courant constant, la charge s'accumule de façon linéaire, et donc la différence de potentiel VT évolue de façon linéaire. Alors cette évolution, elle se fait avec une constante de temps qui est liée au produit R fois C, et on voit qu'il est tout le temps le même dans les différentes phases. Donc on charge la capacité, on va dire ça comme ceci. Alors ma règle est en plastique, c'est une très mauvaise idée parce qu'en fait c'est une incidence sur l'écran qui est capacitif. Et généralement pour tracer quelque chose de droit c'est pas évident. Donc on charge, et puis on arrive à un moment donné, ici, à plus V seuil. En fait je suis en train de parcourir le cycle d'hystérésis. Quand j'arrive à plus V seuil, le système va basculer à nouveau. Donc ça bascule à nouveau, je vais dessiner ça à la main, ça sera pas pire. Donc ici, on change d'état, et on a donc maintenant à nouveau VC de T égale VCC, puisqu'on est arrivé là-haut au moment du basculement. Et puis le système va reprendre son fonctionnement tel qu'on l'a vu tout à l'heure. Le point de départ n'est pas le même, mais l'idée est la même. On va maintenant décharger la capacité. Donc la capacité se décharge. C'est tout à fait symétrique. Et quand on arrive à moins V seuil, le système bascule à nouveau. Bon, j'étais allé un petit peu trop loin tout à l'heure. Hop. Ah, bien joué.
Bien, donc là on a étudié une phase complète du système. Une période complète du système, pardon. Alors on a vu une première phase qui était une phase de démarrage ici. Ensuite on a étudié une phase de charge de la capacité en régime permanent. Et ensuite on s'est intéressé à une phase de décharge de la capacité en régime permanent. Ce que je vous propose maintenant, c'est de mettre tout ça en équation. Alors c'est pas une mise en équation qui est difficile. Donc même si vous n'êtes pas des férus de calcul, je vous propose de rester et de voir la suite de cette vidéo. Donc on va fixer tout de suite les données initiales. Qu'est-ce qu'on a choisi initialement? Eh bien initialement on avait pris ce point là comme point de départ. On a considéré que initialement on partait avec un VC de 0 égale à plus VCC. On a également pris un VT de 0 égal à 0. Donc c'est parti pour cette étude donc en régime permanent. On s'intéresse à l'étude ici avec donc des conditions initiales. On les a rappelées un instant. C'est donc VC de 0 qui est égal à plus VCC. On se situe sur ce point-là. Et ensuite, on a considéré que la capacité était déchargée était égale 0. Donc VT de 0 égale 0. Je reprends l'équation qui a été vue pour l'intégration dans la vidéo sur l'intégrateur. Et par conséquent, je peux écrire que VT de T, alors c'est VT de 0. VT de T0, T0 c'est l'instant initial pour nous, c'est 0. On a vu que VT de T0 c'était 0 pour nous. Moins 1 sur RC, intégrale de 0 à T de VC de T, et VC de T, on a vu que c'était VCC. Donc DT. Je me suis contenté de remplacer les différents éléments dans l'équation de l'intégration. Alors, ça donne donc du moins 1 sur RC. On intègre VCC dt. Alors, VCC, c'est une constante. Et donc, une primitive pour une constante, ici, ce sera VCC fois petit t. Que l'on calcule entre 0 et t. Et par conséquent, ça donne VT de t égale, alors à VCC que je sors de l'intégration, sur RC fois t. Donc voilà pour la forme de VT de t. À l'occasion, on vérifie qu'effectivement c'est une relation qui est linéaire, c'est bien une droite. Son coefficient directeur vaut VCC sur RC. Alors un élément qui est intéressant, c'est de connaître la durée de tout ça. On a vu que tout ça, ça avait une fin. Quand est-ce que ça s'arrête? Ça s'arrête ici, à un instant que je vais noter T1. Alors je recherche T1. Qu'est-ce qui caractérise T1? Ce qui caractérise T1, c'est le fait que VT en T1 soit égal à moins V seuil. Donc c'est une simple équation à résoudre. Donc VT de T1 est égal à VCC sur RC fois T1, et on a vu que c'était également égal à moins V seuil. Alors j'ai zappé un si moins qui était là, attention. Voilà. Donc moins. Et comme ça, j'obtiens la durée de cette phase de démarrage, T1 égale V seuil fois RC sur VCC. Bien, donc ça c'était la phase de démarrage. Alors, on va maintenant s'intéresser également à la phase suivante.
La phase suivante, c'est la phase pour laquelle je pars de ce point-là et je vais croître comme ça jusque ce point-là. Cette phase-là, elle aura une durée que je vais noter grand T. T', pardon. Ouais, T'. Également, pour faciliter les calculs, je vais considérer que t égale 0 au début de cette phase. On fait très souvent ça dans ce type d'étude. On remet en quelque sorte un axe ici, un nouvel axe t, où t égale 0 au début de pour cet axe. Alors on pourrait partir avec t' par exemple. L'idée c'est qu'on considère qu'on est sur une nouvelle phase et au début de cette phase, on remet l'origine des temps à 0. Bien, alors ce qui est intéressant, c'est qu'en 0 de cette nouvelle phase, on aura donc Vt qui sera égal ici à moins V seuil. Et on aura également le fait que Vc est égal à moins Vcc. Donc ça, ce sont mes conditions initiales. Donc t égale 0 au début de cette nouvelle phase. Et comme condition initiale, eh bien, au tout début de cette phase, je vous rappelle qu'on était là au départ, on est allé jusqu'ici, et ensuite on est tombé là. Donc le point initial, la condition initiale, c'est ça. Donc Vc de 0 et même Vc de t pendant toute cette phase, ça va être moins Vcc. Et la condition initiale qui se place sur Vt, c'est Vt de t, 0 est égal à moins V seuil. On reprend l'équation de l'intégrateur. Et l'équation de l'intégrateur, on l'applique directement ici. Donc la nouvelle origine des temps nous donne donc Vt de t égale. Alors Vt de t0, bien, la condition initiale c'est moins V seuil ici. Moins 1 sur Rc, somme de 0 à t de Vc de t, et donc ici moins Vcc dt. Alors le Vcc, je vais le sortir de l'intégrale pour simplifier l'écriture. Donc je vais avoir moins par moins plus Vcc sur Rc, somme de 0 à t de 1 fois dt. On intègre tout ça. Et on a donc du moins V seuil plus Vcc sur R fois C avec une primitive de 1, c'est t, entre 0 et t. Donc du moins V seuil plus Vcc sur Rc fois t. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est de connaître la durée de cette phase. Alors, petite remarque, vous pouvez constater que le coefficient directeur ici est positif. Ça correspond effectivement à la courbe que nous avions tracée ici, avec une évolution linéaire et croissante de Vt de t. Donc ça, c'est le coefficient directeur Vcc sur Rc. On pourrait l'ajouter ici. Coefficient directeur, c'est aussi la pente, et c'est Vcc sur Rc. Alors, on revient donc à notre temps de calcul. Ce qu'on veut déterminer maintenant, en fait, c'est la durée de cette phase, c'est-à-dire T'. Cette phase T', eh bien, elle se termine lorsque Vt de t ou de t' est égal à V seuil. Donc Vc de t' égale V seuil, c'est quand on arrive à ce point-là, et donc là, c'en est fini de cette phase de calcul. Donc la fin de la phase.
Alors, on a vu, c'est donc VT de T' égale à plus V seuil égale moins V seuil plus VCC sur RC T'. Bon, bah ça, de façon très simple, ça me permet d'obtenir T'. On va donc achever le calcul. Les moins V seuil, je les ramène de l'autre côté, ça m'en fait 2. Les RC, je les remonte. VCC, je divise de chaque côté et j'obtiens immédiatement T' égale, alors 2 fois V seuil parce qu'on les a doublés, fois RC sur VCC. Vous pouvez remarquer une chose intéressante, c'est que ce temps T', et on va l'ajouter en commentaire, bien ce temps T', il est égal à 2 fois le temps de démarrage de tout à l'heure, que j'avais noté T1. Effectivement, c'est linéaire, le coefficient directeur est le même au signe près, et donc on obtient un comportement identique, mais sur la moitié de la période. Donc là, j'ai bien T' qui vaut 2 fois T1 logiquement. Qu'est-ce qu'on vient de voir? C'est intéressant d'en tresser le bilan. Hein. On est parti de ce point-là, et on est allé comme ça jusqu'ici. Et par conséquent, notre système, arrivé à ce point-là, va basculer et on arrive là-haut. Et quand on arrive là-haut, on change de phase et on retombe sur une phase analogue à la précédente. Comme le couple RC est le même à la charge comme à la décharge, on va trouver quelque chose de tout à fait identique et on va retrouver un temps T' pour cette phase. Donc je ne vais pas étudier la phase de décharge en régime permanent. Cette phase de décharge en régime permanent, elle se résume finalement aux équations suivantes. Donc T égale 0 au début de la phase. Pardon, j'écris n'importe comment. Donc les conditions initiales, je vous rappelle, c'est qu'on est là en fait. Donc on va avoir quelque chose de décroissant. Et on va avoir finalement, vous pouvez faire le calcul par vous-même, en considérant qu'on a T égale 0 au début de la phase. La condition initiale, c'est qu'on a du plus V seuil. On va être décroissant avec un coefficient directeur qui vaut VCC sur RC avec un signe moins. Tout ça fois T. La durée de la phase, eh bien, ce sera également T', puisqu'on pourra montrer très facilement qu'on trouve à nouveau T' avec donc 2 fois VC seuil, V seuil RC sur VCC. Donc voilà pour les deux équations importantes qu'il faut retrouver pour cette décharge en régime permanent. On passe maintenant à la phase de synthèse de cette étude qualitative. On a fait une étude ici où on a montré qu'on avait une décharge donc, de la capacité. On charge négativement la capacité dans une première phase qui est une phase de démarrage. Ensuite, on a vu une phase de charge en régime permanent, une phase de décharge en régime permanent. Et évidemment, comme on atterrit sur le même point qu'ici, ça repart. On a montré également que ceci avait une durée T', ceci avait la même durée T'. Donc tout ceci a une durée, mais qui va valoir T égale T' plus T' égale donc 2T'. Donc la période des oscillations et bien ce sera donc T égale 2T' égale 4
V seuil fois R fois C sur VCC. On peut s'intéresser à la fréquence des oscillations. Cette fréquence des oscillations, c'est tout simplement F égale 1 sur T. On inverse la relation précédente et on a donc du VCC sur 4 V seuil fois RC. Enfin, on pourrait s'intéresser au rapport cyclique. Ce rapport cyclique, c'est pas très bien écrit, hein. Voilà, ce rapport cyclique, on le note D, duty cycle. On note également souvent alpha dans la littérature scientifique française. Ce sera la durée de la sortie à l'état O divisé par la période. La sortie à l'état O ici, elle a une durée qui est de T'. La période, c'est 2 fois T'. Donc T' sur 2T'. Ce qui fait globalement 1,5. On reste aussi longtemps à l'état haut qu'à l'état bas. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. On a donc pu étudier simplement un oscillateur, donc carré, triangle. On verra d'autres oscillateurs, des oscillateurs pour lesquels on aura parfois des branches d'exponentielle. Et donc je vous invite à voir les vidéos suivantes. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager à en faire d'autres. Et puis pour donner de la visibilité à cette vidéo, je passe un petit peu de temps à les préparer. Je fais en sorte qu'elles soient le plus compréhensibles possible. Il y a une conséquence, c'est qu'elles peuvent durer assez longtemps. Mais je pense que c'est nécessaire pour maîtriser absolument tous les éléments de ces différents circuits. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt.